Comme d'habitude, bonjour aux Amériques, bonjour à l'Afrique et à l'Europe et même bonsoir à l'Asie et au Pacifique. Je suis Marcelo Caetano et je suis le secrétaire général de l'Association internationale de la sécurité sociale, la ISS. Nous poursuivons notre série de webinaires sur différents sujets. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'automatisation robotisée des processus dans la sécurité sociale et comment nous pouvons l'exploiter. Ce webinaire sera modéré par Ernesto, qui travaille avec nous, qui se charge de la technologie et d'autres domaines à la ISS. Et nous avons des intervenants d'Europe et de l'Asie. Tout d'abord, Monsieur César Sardina, qui est chef du service à l'Institut national de sécurité sociale en Espagne. Pour l'Asie, nous avons Madame Zhu Yalan, travaille à l'unité d'assurance vieillesse au ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale en Chine. Alors, je sais que je ne vais pas bien prononcer son nom, mais c'est monsieur Wojciech Wałuk, qui est vice-directeur du département du développement des systèmes internes à l'institution d'assurance sociale ZUS en Pologne. Et enfin, monsieur Yo Young-kyo, qui est responsable de l'équipe Relations internationales et recherche à l'Office coréen de protection et d'indemnisation des travailleurs, Comwell, République de Corée. Cette question technologique, attire toujours beaucoup de monde et en ce qui concerne le nombre de pays qui se sont inscrits, nous en avons 70. Donc nous voyons que ce sujet attire beaucoup de monde et la diversité régionale et nationale est également fabuleuse. Avant de donner la parole à Ernesto, je souhaiterais vous rappeler nos grands événements qui vont se dérouler dans un avenir très proche, dans les mois à venir. Dans les semaines à venir, nous allons avoir le Congrès mondial sur la réadaptation et la gestion de l'incapacité à Abu Dhabi, 23 au 25 septembre de cette année. Donc, c'est très intéressant pour la communauté réadaptation. Alors, vers la fin de l'année, nous aurons le Forum régional de la sécurité sociale pour l'Asie et le Pacifique du 3 au 5 décembre de cette année à Riyad, Arabie Saoudite. Et il y a beaucoup de participants aujourd'hui qui viennent de l'Asie et du Pacifique. Donc, je pense que ce sera vraiment une excellente opportunité pour vous d'y participer. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez le faire après ce webinaire en vous rendant sur notre site web et ce sera un plaisir de vous y voir. Et je voulais également dire, et je me répète, que ce sera une excellente opportunité parce que nous avons battu tous les records pour la soumission au prix des meilleures pratiques. On parle du nombre de pays, du nombre d'organisations, du nombre de soumissions. Donc, le chiffre est vraiment très, très bon pour les organisations, les pays qui vont participer. Donc, ce sera très intéressant pour voir les nouvelles tendances dans le secteur de la sécurité sociale et une bonne opportunité pour faire du réseautage. Et du 10 au 12 février, au Caire, en Égypte, nous aurons la conférence sur la gestion et l'innovation. Donc, veuillez indiquer ces dates dans votre agenda pour ne pas les oublier. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire. Ernesto, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, et merci également à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous regarderont également en utilisant l'enregistrement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'automatisation robotisée des processus et c'est un domaine technologique qui est très spécifique. Alors, en essence, il s'agit d'exploiter les programmes ou les robots informatiques qui permettent d'automatiser les tâches répétitives qui sont généralement réalisées par des êtres humains.
Alors, l'objectif, est d'imiter l'interaction humaine et donc vous donner la possibilité aux organisations, diffuser ces processus, ces tâches et en fait, cela se fait sans qu'il ne soit nécessaire d'opérer de grandes modifications de système et c'est la raison pour laquelle ces systèmes sont devenus populaires. Comme l'a dit le secrétaire général, nous avons un panel, assez grand qui les membres du panel sont là, pour, partager leur expérience. Monsieur Gaetano les a déjà présentés, mais je vous montre, maintenant à l'écran ceux qui sont présents et qui vont faire une présentation de 15 minutes. Nous aurons des présentations en espagnol et en anglais, donc vous pouvez peut-être vérifier l'interprétation pour choisir la langue que vous préférez et aujourd'hui, nous allons, traiter quelques-unes de ces questions pendant environ 90 minutes, questions qui font référence par rapport, par exemple, à ce qu'est la RPA et comment elle peut être appliquée au sein des institutions. Quels sont les principaux avantages liés à l'utilisation de la RPA? Comment les outils de RPA ont-ils été intégrés aux infrastructures informatiques existantes? Quels principaux défis pose, l'adoption de la RPA? Et potentiellement, que nous réserve l'avenir en matière de RPA si l'on tient compte des dernières avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle et voir comment la RPA nous permettra de faire un autre pas en avant. Cela fait partie d'une grande série de sujets que nous souhaitons couvrir. Nous avons des webinaires sur d'autres éléments qui sont liés aux technologies de l'information et la communication et vous avez également un guide sur l'éthique. Alors, nous avons un agenda assez dense. Aujourd'hui, nous allons donc passer directement en présentation. Nous aurons une séance de questions-réponses à la fin et je vous rappelle que vous pouvez utilisez le bouton Q et R pour pouvoir poster vos questions et ce sera un plaisir de passer ces questions en revue. Alors, je vais maintenant donner la parole à Monsieur César Sardina de l'INSS en Espagne. Je l'invite à faire sa présentation. César, vous avez la parole. Merci beaucoup, Ernesto. Merci de me donner la parole. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Bonjour, de l'Espagne. Je suis César Sardina Moreno. Je suis chef du service de produits numériques dans le secteur de la transition numérique du Centre de développement, de la sécurité sociale. Aujourd'hui, je vais vous présenter la technologie RPA, ses caractéristiques, ses applications et son cycle de vie dans le développement d'un robot informatique. Je vais également vous parler de l'utilisation pratique de la valeur que cela apporte dans le domaine de la sécurité sociale avec différents indicateurs, ce qui nous permet de percevoir très clairement les avantages de la robotisation dans nos processus. Alors, de manière préliminaire, je souhaite souligner que l'application de cette technologie en tant qu'action ClickWin nous a servi de levier de succès dans la transformation numérique de l'organisation et nous avons obtenu des résultats très satisfaisants dans la libération de charges de travail pour les personnes qui sont consacrées à la gestion de prestations. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Par rapport au contenu de ma présentation, je vais commencer par parler de la RPA en général et je vous parlerai également des avantages de l'utilisation de ces technologies, comment se réalise l'application d'un processus robotisé, quelle est l'infrastructure utilisée, un résumé de l'apport de valeur. Je vous présenterai également un cas d'utilisation concrète et ensuite le succès que nous avons pu obtenir grâce à cela. En quoi consiste les RPA? Quels sont les concepts clés? Très bien. Alors, ces technologies informatiques relativement récentes consistent à construire, à développer des robots. Un robot est un produit software qui est déployé dans un espace virtuel et qui peut réaliser des actions que réalisent généralement des êtres humains. Il le fait de manière autonome. Vous pouvez maintenant vous demander s'il est possible de robotiser de manière complète ou partielle toutes les actions de mon organisation. La réponse est non.
on peut robotiser des activités qui correspondent à des tâches systématiques, répétitives, stables et mûres, qui demandent beaucoup de temps aux personnes. De plus, il est nécessaire que ces actions soient basées sur des règles logiques et claires et qu'elles utilisent des données bien structurées. D'autre part, je souhaite indiquer que les robots utilisent les outils et systèmes informatiques de l'organisation qui sont mis à la disposition des gestionnaires, c'est-à-dire qu'il y a des liens avec les interfaces graphiques ou écrans des applications pour consulter, déplacer et enregistrer des données, tout comme le fait un être humain. Comme vous le voyez, il s'agit d'une technologie qui n'est pas invasive et ça, c'est un point clé et une intégration programmée, programmatique n'est pas nécessaire. Et donc, lorsque l'on souhaite lancer des robots, c'est assez rapide sans qu'il ne soit nécessaire, de dépendre du développement d'autres outils dans le système d'information existant. En ce qui concerne l'objectif principal du robot, il s'agit de la libération de la charge de travail, améliorer, le temps de traitement des différentes prestations et d'éliminer d'éventuelles erreurs produites par la gestion manuelle. Il faut également savoir que contrairement aux personnes, les robots ne se trompent pas et suivent toujours le processus qu'on leur intègre. Alors, sur cette diapositive, je résume très brièvement les avantages de l'utilisation des robots qui aident notre personnel dans la gestion d'une prestation, une pension ou un subside de la sécurité sociale selon sa nature. Nous disposons de processus robotisés pour des prestations très typiques dans le domaine de la sécurité sociale d'Espagnol, comme les prestations pour les jeunes, incapacité temporaire ou aide sanitaire. Ce sont les éléments les plus représentatifs et de manière générale, tout cela se passe lorsqu'un citoyen présente une demande, remplit un formulaire ou lorsqu'il se présente physiquement dans un centre d'information. Et au bout du compte, indépendamment du canal utilisé, cela implique la création d'un registre avec des données dans un système qui doit être enregistré dans l'application de l'organisation pour que cela puisse être traité. Les RPA aident à réaliser ces actions dans la phase de réception de la demande et le traitement de la demande pour obtenir une prestation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne l'application des processus RPA dans notre organisation, notre expérience s'est basée sur le transfert de connaissances de cette technologie en expliquant à nos gestionnaires le fonctionnement et en essayant d'avoir une incidence sur l'importance d'investir dans ces projets et le temps réduit qui est nécessaire. Après cette tâche de diffusion, depuis le bureau technique de robotisation du centre de développement, nous avons rassemblé de manière périodique de toutes les unités les propositions qui pourraient représenter des cas potentiels d'utilisation. De notre part, nous avons réalisé une analyse de viabilité du processus robotisé et si c'est adéquat, ce processus est intégré dans le cahier des charges. Bien évidemment, il est nécessaire de définir des priorités sur la base de critères de base qui nous donne une idée de la valeur que cela pourrait apporter à l'organisation. Et cela se base sur le volume de charge de travail, le nombre de cas, le temps utilisé de manière manuelle par la personne et l'importance du processus. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Maintenant, je vais vous parler du cycle de vie que nous utilisons pour l'application d'un processus robotisé. Il y a différentes phases, comme vous le voyez, sont des phases typiques en ingénierie de software et on peut les aborder comme modèle plus traditionnel ou d'une manière plus agile via des différentes actions incrémentales. Il y a trois phases essentielles pour l'application d'une solution robotisée, la découverte, la construction et la maintenance. La découverte englobe l'analyse de viabilité, revêt une importance particulière dans ce type de projet. En plus de l'apport de valeur que l'on peut identifier grâce à des indicateurs, nous en arrivons à un document que l'on appelle PDD, document pour la décision du processus, qui est la base pour la conception du robot et cela décrit le flux du processus de manière détaillée, y compris une
vision assist to be. Donc il y a le processus comme, pour l'utilisateur et le to be comme le fera, le robot et donc cela, dépend du fait, que l'on depuis des in qu'on en intègre pardon, des, points faibles ou un effet, boulot. Je souhaite également dire, que ce document, avec le développement de la solution, montre la solution technique à un niveau élevé en montrant l'architecture du processus robotisé divisé en sous-processus avec les entrées et les sorties et les précipitations de caractère technique. La construction implique l'encodage du robot dans la phase pré-productive et les tests nécessaires avant le déploiement, phase, durant laquelle il est indispensable de disposer de données de preuve de qualité en fonction du domaine. Je souhaiterais également vous indiquer quelques points que je considère clés dans le cycle de vie du processus de robotisation. Alors, génération et utilisation de composantes communes et transversales via, des bibliothèques utilisées par les robots. Cela facilite, la possibilité de maintenance et de déploiement et lors de la phase de production, cela est contrôlé pendant une période d'enfance du robot et on réalise un suivi, proche des activités robotisées. Diffusion d'une matrice d'impact aux équipes techniques responsables des applications équipe qui utilise le robot et définition d'un protocole de communication, via des changements ou des changements que requerrait le robot. Enfin, il est nécessaire de disposer d'un plan de maintenance technique avec une équipe consacrée. Nous parlons du contrôle qui est à sa disposition les moyens de consulter en temps réel le travail pour contrôler les actions du robot. De cette manière, on peut détecter de manière précoce des incidences et définir les mécanismes nécessaires à la résolution de ces problèmes. En ce sens, nous disposons d'une architecture d'observabilité qui est intégrée à l'infrastructure de robotisation et qui se base sur EFK qui combine des différents processus et l'objectif est de disposer d'un cadre de commande pour, contrôler ce qu'il se passe. Diapositive suivante. En ce qui concerne l'infrastructure de robotisation, nous utilisons la plateforme UiPath et nous pouvons parler de 3 piliers fondamentaux qui le composent. Studio, c'est l'espace de développement pour les programmeurs. Orchestrador, qui est le cœur de la plateforme et qui est chargé de la gestion du robot. Alors, vous pouvez vous imaginer que pour un même processus, nous pouvons disposer de plusieurs robots qui travaillent de manière parallèle et de façon coordonnée aux instructions des programmateurs. Et il y a enfin le robot qui est notre travailleur ou notre assistant virtuel qui réalise les actions et qui peut travailler 24 heures sur 24. Je souhaiterais également vous indiquer que pour cette technologie, il est important de disposer d'un bon contrôle et d'archives de code. Il est nécessaire d'utiliser des solutions puissantes pour cette partie out of the box et pour gérer les versions. Évidemment, il est fondamental de disposer d'un espace pour l'encodage indépendamment de l'espace productif. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, pour, terminer, le point de l'infrastructure qui se base sur iPass, je voudrais vous montrer, une capture, d'un, heu, cas récent. Alors, vous voyez, qu'il y a dans le rapport Forrester, on reprend cette plateforme qui est acquise pour utilisation dans le domaine de la sécurité sociale d'Espagne. Il s'agit d'un leader qui bénéficie d'une grande acceptation et de bons résultats sur le marché et nous lui donnons notre aval. Nous sommes très satisfaits par sa stabilité, par les résultats qu'il donne. Diapositive suivante. En ce qui concerne les améliorations apportées par l'utilisation de la robotisation dans notre organisation, j'en ai déjà mentionné quelques-unes auparavant, mais je pense qu'il est opportun de pouvoir les rassembler sur cette diapositive. De manière significative, il s'agirait de la réduction du temps de gestion, de traitement de la prestation, élimination d'erreurs humaines dans l'enregistrement de données, libération de charges de travail des travailleurs pour que ces personnes puissent se charger d'autres actions qui apportent une
plus grande valeur à l'entité et enfin la mise en marche rapide de processus de négociation automatisés et d'éviter le besoin de développement coûteux. Et il faut intégrer différents systèmes, d'information. Suivante, s'il vous plaît. Alors, pour, présenter un cas d'utilisation commune, je voudrais vous parler de ROA, qui est, robot pour, les bénéficiaires d'assistance sanitaire. Ce robot a été, lancé en janvier 2022 et actuellement, sa productivité mesurée en FTE, qui est l'indicateur utilisé pour les robots, Full Time Equivalent, est de plus de 17 000 heures de travail manuel libéré et ce, RPA reprend de manière structurée à travers les demandes l'information qui est présentée par le citoyen. Il réalise de manière, préalable des vérifications de la validité des demandes dans différents systèmes, donc l'identification des citoyens, registre, civil et lieu de résidence. Il fait une analyse du système de gestion. Il extrait un document et informe le citoyen par courrier électronique. Il se charge également de générer un dossier électronique dans le système de gestion des dossiers et il charge également toute la documentation d'entrée et de sortie. Au cas où il y aurait un problème dans le processus, le robot se charge de transmettre ce problème à la gestion manuelle pour qu'une personne puisse le traiter en indiquant le problème qui a été détecté et au point où le robot en est resté. Alors, comme vous le voyez, j'ai indiqué en rouge en bas à droite la prochaine ligne de travail qui est liée à l'avenir et à l'évolution des RPA et il s'agit de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Nous voulons doter les robots de la capacité de pouvoir lire des documents officiels manuscrits, ce que l'on appelle IDP ou traitement intelligent de documents via le traitement du langage naturel. Et nous voulons également rendre possible le classement des types de documents par type qui sont présentés pour pouvoir faciliter un copilotage des personnes dans le cas du traitement des données. Suivante, s'il vous plaît. Et je vais conclure avec les résultats de la mise en œuvre de cette technologie. C'est vraiment un succès. On parle d'environ 63 000 en ETP ou heures de travail, pardon, équivalent temps plein, qui ont permis de libérer 14 processus robotisés différents et qui se résument dans l'automatisation de la processus administratif, et qui permet également de faire le pont entre différents systèmes d'information. Tous ont pour objectif d'améliorer le temps de réponse donné aux citoyens et d'alléger la charge de travail pour nos employés. Suivant, s'il vous plaît. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup de votre attention. Merci à Ernesto, merci à l'ISS, merci de nous avoir permis de partager notre expérience durant ce webinaire. Merci beaucoup, César. C'était très intéressant. Vous nous avez parlé à la fois du développement de ce processus et de la méthodologie autour du RPA. Et vous nous avez expliqué aussi comment c'est utilisé pour réduire la charge de travail, pour devenir plus efficace et bien sûr pour augmenter l'intégration de valeur pour les clients. Voilà, alors maintenant nous allons donner la parole à Madame Yalan Zhu du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale de Chine pour sa présentation. Yalan, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous depuis la Chine. C'est un plaisir pour moi de partager. Alors, pardon, oui, il faut d'abord que je partage mon écran. Donc, de partager notre expérience en Chine. Pardon. Voilà, c'est bon. On voit bien votre écran.
Alors, César a déjà donné de nombreux détails en termes de technologie pour ce qui est donc de l'automatisation robotisée des processus, et donc cela me permet de ne pas avoir à trop insister sur ce point, et je vais donc directement me lancer dans l'application que l'on en fait en Chine et dans nos institutions de sécurité sociale. Ma présentation est divisée en trois parties. La première, c'est le contexte en Chine. La deuxième partie, c'est les applications, les cas d'application dans nos institutions. Et pour la troisième partie, je vais résumer les défis, notamment que l'on rencontre au niveau national. Alors, pourquoi est-ce que l'on peut utiliser le RPA en Chine et dans les administrations de sécurité sociale? Eh bien, il faut comprendre quels sont les défis aujourd'hui. La Chine est un énorme pays, densément peuplé, qui veut donc dire que l'on a un ratio employé-client qui est vraiment énorme. On parle là d'un ratio de 1 pour 11 000. Donc, un employé pour 11 000 citoyens. Et puis, nos systèmes informatiques sont très complexes, puisque il serait impossible d'imaginer un seul système informatique unique pour un pays aussi grand. Par conséquent, le ministère n'est responsable que des cadres et codes de base pour les systèmes. Et le ministère a aussi développé des systèmes de gestion pour superviser le fonctionnement des institutions locales. Les principaux processus se sont développés donc par les institutions provinciales. Et il s'agit donc pour nous, le RPA, de ce processus. Ce sont des processus répétitifs avec des règles claires et peu, pas vraiment besoin d'avoir une expertise. Si on compte uniquement sur le travail manuel, eh bien, il y aura forcément des erreurs. Et en Chine, notamment pour les institutions au niveau municipal, eh bien, la charge est très compliquée pour répondre aux besoins des clients, à savoir qui demandent un service de qualité et de plus en plus qualitatif. Et ils ne peuvent pas forcément modifier le système à leur échelle ou l'améliorer. Alors, je vais maintenant vous parler de l'utilisation du RPA chez nous. On voit donc que ce sont les institutions municipales qui prennent les rênes. Je vais vous donner l'exemple de Zhuhai, qui est une ville dans la province de Guangdong. C'est la province la plus riche de Chine et Zhuhai est très proche de Pékin. Le ratio de service là-bas est de une personne pour presque 35 000 citoyens. Donc, c'est bien plus élevé que la moyenne nationale. À Zhuhai, je dirais que la raison pour laquelle on s'est tourné vers le RPA est assez similaire à celle ailleurs dans le monde, à savoir que la pandémie de Covid-19 a accéléré la transition numérique dans les institutions de sécurité sociale, du point de vue des services, mais aussi du point de vue back-end. Donc, le RPA est utilisé notamment en termes de gestion. À Zhuhai, l'influence du Covid
c'est d'abord faire ressentir dans les demandes de chômage. Vous voyez à l'écran le nombre, donc l'augmentation du nombre de demandes de chômage. Donc, on est passé de 1385 à 7163 transactions par mois entre 2019 et 2021. Juhai a donc commencé à développer des outils RPA en 2021. Et ils ont donc réformé le back-end et l'utilisation intelligente des outils, puisque auparavant, ils utilisaient des personnes, évidemment, qui travaillaient. Donc, la première étape, c'était d'unifier les normes et d'harmoniser le flux de travail, mais aussi réduire la quantité de paperasse inutile. On a beaucoup entendu parler de transformation numérique. Et on voit la même chose chez nous, avec l'harmonisation aussi, puisque les machines peuvent uniquement comprendre des données structurées ou un ordre spécifique tel qu'inscrit dans le code. Suite à la standardisation, cette standardisation, la deuxième étape a été de développer ces outils RPA. Et après 2 ans de développement, les outils RPA à Juhai sont devenus des outils RPA+, avec des commandes plus développées, plus fines, en utilisant les compétences d'intelligence artificielle. Et c'est ce que l'on appelle maintenant le digital staff, donc les employés numériques qui viennent en aide, qui assistent les employés humains. Voyons maintenant comment ces employés numériques, ce digital staff fonctionne. Eh bien, ils peuvent non seulement opérer des tâches routinières ou basées sur des règles, sans erreur évidemment, et avec un déploiement qui est non invasif dans l'ensemble du système développé par l'administration ministérielle et provinciale, mais cet employé numérique peut aussi écouter, regarder, parler, réfléchir et exécuter une tâche. Je peux vous donner un exemple. Les outils OCR sont par exemple intégrés dans ces robots. La technologie OCR est utilisée pour reconnaître, identifier des données qui proviennent de documents qui sont envoyés par les clients. Le robot peut donc automatiser ce processus du moment de la réception de la demande du client. Ainsi, à Juhai, le Digital Staff, c'est le RPA et l'IA. Durant la première période de développement de ces outils RPA à Juhai, une version unique a été déployée sur les terminaux avec un port LAN. Ce faisant, il était possible de promouvoir l'application de cet outil en peu de temps et ainsi résoudre des problèmes rapidement. C'était le cas au début de la pandémie, mais aujourd'hui, il y a aussi un système de management qui a été développé en amont. Et les données sont donc téléchargées et traitées. Et les employés peuvent donc vérifier le processus sur le site. Et maintenant, les développeurs à Juhai réfléchissent à une version centralisée de ce robot. Certains des robots ont été déplacés vers des serveurs pour centraliser ce déploiement.
car ils estiment qu'ils seront ainsi mieux utilisés. Ça permettra aussi aux robots de continuer à fonctionner en arrière-plan et de réduire l'intervention humaine, mais aussi les opérations illégales. Alors, on ne voit plus la présentation. Pour ce qui est de l'application, pardon Hélène, on a perdu votre présentation. Donc, cette application permet de couvrir l'ensemble des branches de sécurité sociale. Pour vous donner une liste des outils RPA, près de 52 outils ont été développés. Je vais vous donner un exemple. Alors là, vous voyez la liste des exemples. Vous voyez, le deuxième point, c'est matcher les informations pour le transfert de fonds, puisque en Chine, on a ce que l'on appelle le transfert de compte individuel. Donc, quand un assuré veut déménager d'une province à l'autre, ces personnes sont en mesure de transférer leur compte eux-mêmes. Et le nom l'indique, mais le but de ce robot, c'est donc de matcher, de faire correspondre les données d'une province à l'autre, avec par exemple le transfert d'argent d'une banque à l'autre, d'un compte à l'autre. Et le robot peut aussi participer donc à la consultation à partir de la ligne téléphonique qu'on appelle 1, 2, 3, 4, 5 Citizen. Donc en fait, c'est le numéro 1, 2, 3, 4. C'est le numéro à composer pour que les citoyens puissent partager leur avis. Par le passé, on avait besoin d'énormément de personnes qui étaient là pour prendre ces appels, pour les enregistrer, pour les assigner au bon département, etc. Alors que maintenant, c'est les robots qui sont utilisés pour effectuer ces tâches. Et près de 90% des consultations à la base peuvent maintenant être assignées automatiquement par les robots. Cette diapositive montre une comparaison de l'efficacité entre les tâches effectuées par les humains et les tâches effectuées par les robots. On voit qu'il y a une augmentation très rapide donc de demande d'indemnisation chômage depuis la pandémie de Covid-19. Et vous voyez ici donc que l'efficacité de réponse a été multipliée par presque 10 grâce à l'utilisation des outils RPA. Les administrateurs à Zhuhai ont vu donc le nombre de transactions augmenter entre 2023 et 2024. Donc, près de 90% de nos actions peuvent être faites sans action de la part d'un être humain. Et au total, donc, c'est près de 600 000 transactions qui ont été gérées par les robots. Cela parce que certains ont mentionné que donc, au début de cette année, les règles avaient pour but de rendre nos services plus sûrs. Pour conclure, le RPA est un petit outil, mais qui offre des résultats incroyables. Et le RPA a eu d'ailleurs
une influence très forte du point de vue du développeur déjà, puisque le RPA n'est pas forcément un outil très développé, puisqu'il ne s'agit pas d'intelligence artificielle, mais ça reste un outil malgré tout très utile. Autre avantage, donc, c'est accélérer ou améliorer l'efficacité des services. Auparavant, il fallait 5 à 10 minutes pour effectuer une tâche par un être humain, alors que maintenant, cela peut être fait en 1 minute par un robot. Ainsi, l'institution peut offrir et assurer un service de meilleure qualité aux clients. Deuxième avantage, c'est la précision accrue, puisque le robot suit une procédure standardisée. Et notre collègue a dit que si l'outil RPA fait une erreur, ce n'est pas de la faute de la machine, mais c'est de la faute de la personne qui a fait les règles. Troisième avantage, une sécurité accrue, puisque les outils RPA ont rendu l'ensemble des processus et des résultats duplicables. On peut les répéter. Et les données sont mieux visibles. Ça peut donc permettre d'améliorer le contrôle des risques. Et enfin, dernier point qui est, je pense, spécifique à la Chine, parce que je l'ai mentionné précédemment, mais les institutions locales ont une autorité limitée pour modifier les systèmes intrinsèquement. Donc, le RPA est un outil pratique pour améliorer les services et la gestion, surtout grâce aux outils d'IA. Et pour terminer, résumé des défis. Alors, tout d'abord, il faut savoir comment définir les responsabilités, du personnel humain et du personnel robotique. Par exemple, à Zhuhai, le personnel humain a encore besoin d'utiliser leur propre compte client, pour pouvoir, démarrer leur activité et il y a certaines erreurs dans les processus et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de faire la distinction entre les responsabilités de la machine et les responsabilités de l'être humain et le dernier défi, serait en fait un modèle de gestion traditionnel qui n'est pas applicable aux nouvelles activités, aux nouvelles méthodes de traitement des données. Par exemple, nous avions une réglementation, qui disait que certaines activités clés ne pouvaient être gérées que pendant, les, heures de bureau. Maintenant, la situation a changé et la machine peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc nous avons dû modifier certaines de nos réglementations, pour qu'elles soient adaptées à l'utilisation des processus, informatiques, machines et enfin, on pourrait parler du manque de réglementation et de gestion du personnel, numérique à l'échelon national. Nous parlons ici donc en fait notre réglementation, du personnel humain est, mûr et maintenant nous devons savoir comment gérer ou comment superviser les actions qui sont réalisées par la machine. Avons-nous besoin d'une autre machine pour superviser, les robots? Et l'avenir? Parce que nous avons déjà quelques idées
à l'échelon national pour promouvoir, le RPA. Alors tout d'abord promouvoir des outils pour les institutions locales et ceux à l'échelon national en utilisant l'exemple de Zhuhai et ce pour promouvoir des applications de ce genre et ensuite, il s'agirait d'encourager nos institutions provinciales à intégrer les réglementations standardisées dans leur système parce que, si les réglementations sont communes aux différentes institutions et communes pour les différents robots et donc cela devrait être intégré au système parce que cela permet, d'éviter des investissements redondants dans le même outil par les différentes institutions. Et je pense que nous devons également résoudre le problème de certaines déficiences et nous avons un code de bonnes pratiques pour le personnel numérique, mais ça, ce sera, en fait, ce sera la l'étape suivante. Donc voilà, c'était ma présentation et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, madame, Zhou. C'est une expérience qui est vraiment fascinante, particulièrement lorsque vous nous avez parlé de la ville de Zhuhai et de la gestion une situation difficile qui s'est présentée dans le cas, de la pandémie et il faut pouvoir continuer à suivre, à répondre aux demandes, à ces demandes qui étaient en forte augmentation au cours de la pandémie. C'est ce que nous avons tous observé. Ce qui est intéressant, c'est de voir les défis et les propositions qui font référence au personnel numérique et comment cela pourrait modifier pardon, la structure de gestion et voilà, je pense que nous pourrons en reparler lors de la séance de questions et réponses. Alors, sans attendre davantage, nous allons en revenir à l'Europe et donner la parole à monsieur Wojciech Waluk de, ZUS en Pologne et vous pouvez maintenant partager votre présentation. Oui, très bien, nous pouvons commencer. Ma présentation se concentrera sur quelques exemples de RPA dans mon institution. D'abord, je souhaiterais souligner quelques points relatifs à la RPA parce que je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé. C'est un des outils utilisés par les développeurs, par différentes organisations et cela permet d'améliorer en fait le fonctionnement de votre organisation. Mais il faut savoir comment cela doit être utilisé et ce point n'est pas toujours clair. Donc nous devons nous souvenir, du fait que la RPA est en fait un scénario dans lequel nous remplaçons une des étapes de notre processus par une action automatisée du robot. Et donc, à un certain moment, on a dû réaliser une action, dans le processus pour intégrer, cela au processus. Mais bien entendu, il faut vérifier les différentes étapes. Nous avons répliqué, ce processus dans un robot et ce robot entre ensuite en action au sein du processus. Alors, il est important de faire en sorte que les choses soient relativement directes et claires. Ça, c'est très utile. Si les processus RPA peuvent gérer une situation en utilisant leur algorithme et après si ça ne fonctionne pas, si on va au-delà de ce que permet de faire l'algorithme, eh bien, il y a un message d'erreur qui va être envoyé.
et cela implique, du temps consacré à l'évaluation des performances et essayer de trouver l'algorithme adéquat pour, le robot. Et cela, on nous en a déjà parlé, donc des indicateurs, qui peuvent être utilisés. Alors, c'est très intéressant lorsque les organisations n'ont pas vraiment de temps ou de ressources pour le développement, de solutions software complètes. Et l'RPA, en fait, ne fait rien de neuf si l'on compare les choses à la préparation de nouveaux softwares pour certaines tâches ou la modification de tâches existantes. Alors, en fait, c'est la même chose, mais cela se fait, via un autre software, via un autre outil et si nous n'avons pas le temps, de développer un, processus software, complet, eh bien, il est intéressant d'utiliser l'RPA parce que cela peut se faire assez rapidement et cela peut être mis en pratique physiquement de manière très directe et parfois cela n'implique, qu'15 jours de travail et enfin, il y a peut-être un élément qui nous échappe parfois, eh bien, c'est qu'il peut y avoir un problème et le problème, ce serait que le personnel ne soit pas très satisfait du fait que leurs tâches, soient réalisées par un robot et donc il est très important de définir, des cas, d'application qui ne provoquent pas le mécontentement des employés. Des tâches qui peuvent, produire des erreurs et donc cela doit pouvoir être mesuré en heures de travail par jour de travail et sur une certaine période et on peut voir dans ce cas si ce travail peut être réalisé de manière, robotique et nous pouvons donc dans ce cas, donner d'autres tâches à nos employés, donc des tâches qui seraient plus intéressantes, qui impliqueraient ou qui leur permettraient d'utiliser leur créativité. Ça peut être vraiment positif pour l'organisation. Dans le cas de notre institution, nous l'avons fait, pour certains, développements, business. Alors maintenant, on peut dire, que, notre institution utilise des robots pour des projets assez, grands, et nous avons pu identifier les avantages entre les systèmes. Il y a tout d'abord la migration des données. C'est quelque chose que l'on pourrait ne pas attendre des robots, mais dans notre cas, nous utilisons des systèmes vraiment très anciens, qui étaient très difficiles à intégrer aux nouveaux systèmes et en fait, cela aurait été très coûteux pour notre organisation et avec les robots, cela nous donne une, manière très simple de traiter ces données. Qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons décidé de trouver un système simplifié de migration de données, migration minimale de données pour des activités clés, qui, fonctionneraient dans un nouveau système. Nous avons également réalisé une séparation claire, de sous-types de prestations, et donc on peut dire que nous avons des robots différents pour des processus différents, qui sont liés aux prestations qui étaient transférées, qui ont migré d'un système à un autre. Nous avons,
bien préparer les données pour passer de l'ancien système au, nouveau système et pour qu'elles puissent être traitées, il y a certaines mesures qui ont été prises pour minimiser l'impact sur le bénéficiaire. Donc nous avons évité une situation dans laquelle, les anciens systèmes seraient hors ligne pendant un certain temps et au moment où il faudrait, traiter la demande du bénéficiaire. Et nous avions besoin de certaines procédures organisationnelles qui, pourraient suivre ce changement technologique. Et dans ce cas, nous étions en contact avec, nos bénéficiaires. Cela nous permet également d'éviter des problèmes, qui seraient liés à l'efficacité des systèmes de traitement des demandes. Alors généralement, on peut dire que nous n'avons pas dû passer par de grandes étapes ou par des étapes nombreuses et nous avons pu vérifier que tout fonctionnait correctement. Alors, il y a également l'utilisation de, dossiers qui ne peuvent pas être traités de manière automatique. Donc il y a toujours certaines situations dans lesquelles, il y a une erreur dans les données et le robot ne peut pas résoudre le problème et donc nous devons intervenir. Donc il y a des données qui passent à la gestion manuelle pour, nous assurer de pouvoir traiter correctement ce dossier. Et lorsque nous avons décidé de réaliser ce projet eh bien, nous avons décidé d'étendre le travail des robots à une autre tâche. Il s'agit, de lettres d'information sur le transfert de, prestations, pour nos bénéficiaires. Donc il s'agit d'un système qui nous permet d'automatiser, pardon, ces courriers d'information. Ça s'est fait de façon très simple. Donc, voici ce que nous avons fait. Donc, vous voyez que nous avons notre ancien système et nous avions des données qui étaient, classées, considérées comme valables pour l'automatisation et il y avait d'autres données qui n'étaient pas, valables et donc nous avons dû réaliser une analyse séparée pour savoir, que faire de ces données. Une partie de ces données ont migré vers le 1er groupe et ont donc pu être automatisées. Et les processus robotisés nous ont permis de passer au nouveau système et cela nous a donné la possibilité d'optimiser la gestion des demandes et la gestion des dossiers. Qu'en est-il des résultats? Il y a 17 sous-catégories différentes de prestations qui ont pu être transférées. Environ 1,2 million ont pu être transférés du système, de l'ancien système et nous avons été en mesure de boucler la boucle et c'était en fait l'objectif de ce processus. Environ 70 des cas pouvaient être automatisés. Alors est-ce un chiffre élevé? Est-ce un chiffre peu élevé? Mais en fait, ça dépend du processus dont vous parlez. Notre expérience peut varier, donc notre expérience de l'utilisation des robots. Il peut y avoir des variations du nombre de cas, du nombre de dossiers qui peuvent être traités de manière automatique et je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir, contrôler ces chiffres, de savoir à quel niveau on arrive et voir ce qui est faisable, ce qui fonctionne, pour l'institution. Et
général, pour nous, en fait, nous avons pu voir combien, d'heures de travail ont pu être, libérées, donc évaluer la quantité de travail qui était réalisée par les robots. On peut dire aussi que la mise en pratique, que le déploiement des robots est très rapide. Alors 3 mois, c'est long pour un robot, mais je pense que l'on ne peut pas oublier qu'il s'agit, d'opérations combinées, de transfert de données entre un vieux système et un nouveau système et c'est plus rapide lorsque l'on passe d'un nouveau système à un système encore plus moderne. Mais il faut bien entendu avoir des méthodes adéquates de mise en pratique. Et nous avons observé un énorme impact, un impact très positif sur la charge de travail des employés. Et c'est un succès pour nous et on peut dire, que, les employés sont satisfaits de pouvoir laisser de côté une tâche et de voir que c'est un robot qui s'en charge. Voilà. Voilà donc pour moi. Merci beaucoup. Merci, Wojciech. C'était très intéressant de voir comment le RPA est utilisé pour le transfert de données et les différences. Et vous avez mentionné plusieurs points sur lesquels on reviendra, je suis certain, sur le changement de gestion, de management, comment gérer cela, comment s'assurer que les équipes ne craignent pas d'être remplacées par les robots, ce qui est une crainte euh, très généralisée et qui doit avoir pas loin de 100 ans. Bon, on y reviendra en tous les cas un peu plus en détail après, voir comment le RPA peut être utilisé pour repenser les processus. Vous l'avez déjà dit, ce n'est pas forcément euh, de tout changer, mais plutôt de réintégrer un nouveau composant qui nous permet d'être plus rapide, plus efficace. Et peut-être qu'on peut aller plus loin. Très bien. Maintenant, tournons vers la Corée. Monsieur Jo Young-kyu pour sa présentation. La parole est à vous. Alors, on ne vous entend pas encore. Je pense que votre micro est coupé. Monsieur Young-yu, votre micro est coupé. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jo Young-yu et je suis responsable de l'équipe Relations internationales et recherche à Comwell. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de notre expérience après celle de l'Espagne, de la Chine et de la Pologne. Pour ce qui est du contexte, j'aimerais vous parler de notre exemple en Corée avec l'assurance d'indemnisation des travailleurs. Depuis 2008, on couvre certains types de travailleurs qui sont entre les salariés et les indépendants. Et depuis 2018, ils peuvent prétendre donc à cette assurance. Cela reflète donc bien les changements, les besoins de l'environnement du travail. Mais depuis que les baby boomers quittent le marché du travail, eh bien, on voit qu'il y a une augmentation très rapide des bénéfices de retraite. Et on voit que entre 2017 et 2022, le nombre de demandes d'indemnisation a énormément augmenté. Malgré cette augmentation très rapide des demandes d'indemnisation, nous n'avons pas pu augmenter
aussi rapidement notre offre de service, qui a forcément créé des retards, notamment puisqu'il y a un certain temps de traitement de ces demandes. Comme elle reconnaît donc maintenant qu'il y a un vrai besoin d'améliorer l'efficacité de nos tâches. Et donc le Comwell a dû trouver des solutions plus efficaces à ce problème. Nous avons donc essayé de développer davantage de systèmes automatisés pour les demandes d'indemnisation. Je vais maintenant vous parler de l'introduction du processus RPA. Tout d'abord, il y a eu un diagnostic fait. Nous avons sélectionné des tâches simples et répétitives en utilisant ce que l'on appelle la technique euh, du process mining. Et on, on avait donc 11 projets pilotes en décembre 2021 et on a développé ce projet jusqu'en juillet 2023 avec 14 processus automatisés dans 4 domaines différents. Donc, vous voyez ici 14 processus automatisés dans 4 domaines de travail. Dans ce projet d'intégration du RPA, il était important aussi de façonner la collecte de données la plus optimale et la plus logique. Et cela afin de pouvoir récolter et compiler différents types de données. Et donc, chaque personne est en mesure de vérifier tous les rapports. De plus, la situation s'est améliorée grâce à tous les détails de ce processus. Et maintenant, j'aimerais vous parler des résultats et de l'évaluation de l'outil de l'utilisation des RPA. Tout d'abord, ça nous a permis de réduire de 26 minutes le temps de traitement d'une demande d'indemnisation, ce qui nous a amené à un total de 85 000 heures de travail en moins, donc de tâches de travail, soit l'équivalent de 41 employés temps plein. Et puis, on a vu aussi qu'il y a eu une augmentation de 10,1% de réponses à ces demandes et une augmentation de 8% dans le nombre de demandes qui ont été traitées complètement. Et on a également pu opérer une économie de près de 240 000 dollars annuellement en termes de licences de logiciels, puisqu'on a développé en interne des outils de RPA. Et enfin, dernier point, mais non des moindres, un avantage de taille, c'est que cette utilisation de RPA a permis d'améliorer la satisfaction des clients. Ça a permis aussi de réduire le temps et l'argent qui était investi pour justement traiter tous ces documents par des humains. Voilà donc pour l'ensemble des points positifs qui découlent de l'utilisation de ces outils. On voit donc une économie en termes de temps, mais aussi d'argent, avec une stabilisation aussi des traitements de ces outils. Comwell souhaite maintenant s'attaquer à 2 tâches principales à l'avenir. Tout d'abord, utiliser le RPA pour traiter plus de données. Par exemple, les résultats, la mesure des résultats de travail, et aussi nous souhaitons rendre le processus de traitement des indemnisations des travailleurs plus rapide en les classifiant par type grâce à l'IA. Et alors, pour ma dernière diapositive, j'aimerais résumer les implications pour les organisations externes. Tout d'abord, ces dernières doivent catégoriser correctement les différentes étapes de traitement pour l'automatisation.
Et puis, il faut aussi qu'il y ait des schémas qui soient mis en place. Il faut aussi mettre en place des étapes d'automatisation pour la vérification de gestion des outils, notamment. Et enfin, il faut faire attention aux potentielles erreurs lors de la mise en place des RPA en raison du manque de compréhension du système sous-jacent. Et enfin, il faut éviter autant que possible la fuite de données et du système interne. Voilà donc pour ma présentation du jour. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. C'était une présentation très intéressante sur l'utilisation du RPA également pour réduire la charge de travail et aussi s'assurer que l'outil puisse gérer une augmentation de la demande, mais aussi améliorer la satisfaction client, etc. Alors, nous avons encore quelques instants pour répondre aux questions. Alors, on peut peut-être arrêter le partage d'écran. Voilà, merci. Nous allons donc maintenant pouvoir passer au moment questions-réponses. Je vais très rapidement demander à César, parmi toutes ces présentations, on a vu que le RPA est utilisé pour la gestion des demandes d'indemnisation, de chômage, de pension de retraite, etc. Donc, il est évident que le RPA est un outil qui peut être utilisé dans toutes les branches de la sécurité sociale. Et vous avez dit vous-même que c'est un outil qui peut être mis en place rapidement tant que l'on comprend les règles. Donc, quels sont les avantages d'agir de cette manière par rapport à un changement de système complet? Où est-ce qu'on utilise le RPA plutôt que de dire, ben, en fait, on va tout changer puisque le changement complet de système prendrait trop de temps. Parfois, c'est même impossible. Comment, en fait, trouver un équilibre? Comment choisir quelle solution? Au début de votre présentation, vous avez également dit qu'il y avait un processus d'évaluation pour voir comment choisir. Donc, notamment, je pense à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore cette expérience. Comment savoir quand utiliser le RPA et quand choisir de changer le processus dans sa globalité? César, on peut peut-être commencer avec vous très rapidement, 2 minutes. César, votre micro est coupé. Voilà. OK. Oui, tout à fait. Donc, la solution idéale vers laquelle il faudrait tendre, c'est l'utilisation totale. Il faudrait en fait que ce soit un processus qui soit assez automatisé. Et là, on parle d'interopérabilité des systèmes. Mais très souvent, pour que l'on puisse y arriver, et on pense aussi à des applications qui sont les neutres, entre guillemets, là où on a besoin de changer des données et autres. Et puis ensuite, il y a l'application même. Donc en fait, ça dépend de l'environnement de l'institution de sécurité sociale, du ministère de l'Intérieur, peu importe. Alors, que faire? Eh bien, tout d'abord, une évaluation. Toutes les applications ont une énorme charge de travail, énormément de réglementation, et il faut vraiment faire attention à tout cela. Et très souvent, pour moi, ce sont des solutions temporaires. Évidemment, la solution ultime, c'est le programme, mais il s'agit en fait d'un travail malgré tout. Et on le fait, mais il ne faut pas abandonner cette ligne de travail. Il faut plutôt tendre vers des systèmes qui se parlent, entre guillemets, pour avoir une solution complète. Et pour moi, c'est une situation gagnant-gagnant qui
apporte de la valeur, mais il ne faut pas oublier tout ce qui est tout autour de cela, en fait. Très bien, merci beaucoup. Et là, nous avez parlé du RPA qui est utilisé non seulement pour permettre un déploiement rapide et pour permettre une meilleure efficacité, mais vous avez aussi parlé de valeur ajoutée, de vraiment comprendre le processus en lui-même, qui est en fait un outil puissant d'innovation. Donc, dans tout ce spectre de la transformation numérique, d'après vous, où se trouve le RPA? Et est-ce que vous pourriez aussi développer sur ce que vous avez mentionné précédemment, à savoir l'utiliser, je crois que vous avez parlé d'un déploiement non invasif. Peut-être qu'il y a aussi la possibilité d'opérer une transformation numérique plus large. Est-ce que vous pourriez nous dire, dans ce grand schéma de transformation numérique, où se trouve le RPA? Madame Zou? Madame Zou, est-ce que vous nous entendez? Allez-y, oui. Ah, c'est une question pour moi. Oui, oui, oui. Oui, pardon, je n'ai peut-être pas été très claire. Vous avez mentionné le déploiement non invasif et l'utilisation du RPA en tant que stratégie pour pour établir une transition numérique. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus en détail où vous utilisez le RPA? Quand est-ce qu'on l'utilise dans ce schéma plus grand de transformation numérique? Eh bien, merci pour la question. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous pensons que le RPA est un petit outil de la transformation numérique, puisque comme César vient de le mentionner, les outils RPA sont probablement temporaires. Ce que l'on doit faire, c'est d'améliorer les systèmes sous-jacents et, comme je l'ai dit, de changer l'application si elles devront appliquer des technologies bien plus avancées telles que l'IA. Et pour le moment, le RPA peut nous aider à résoudre des plus petits problèmes. Par exemple, à être plus efficace. Mais comme je l'ai dit, si les réglementations utilisées par les robots sont universelles, sont communes, eh bien, on pourra alors utiliser le RPA à bien plus grande échelle dans l'ensemble d'une province ou peut-être même dans l'ensemble du pays. Donc, il faut vraiment s'assurer que les règles soient robustes dans nos systèmes et de ne pas laisser les robots se débrouiller et rédiger eux-mêmes le code, par exemple, dans les systèmes. Donc, je suis d'accord avec César. Il s'agit d'un outil temporaire, puisque les coûts, à cause du budget, des limites ou autres, peut-être qu'on a besoin de plus de temps et plus d'argent. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Wojciech, vous avez également mentionné, je crois que c'était 70%, si je ne me trompe pas, d'évaluation des processus. Et comme Madame Zou vient de le dire, nous devons savoir quelles sont les règles. Et vous avez aussi dit qu'il ne s'agit pas de la faute du RPA, mais qu'il est quand même important de comprendre tous ces processus.
Vous, quand vous recevez une demande, comment déterminez-vous le fait que ce soit une demande sensible ou pas? Qu'est-ce qui vous permet de dire, bah voilà, telle demande est plus urgente, ou telle demande devrait être dans un autre projet, donc ça va demander plus de temps? Comment vous choisissez? Eh bien, je dirais qu'il y a 2 méthodes. Tout d'abord, de la manière analytique, donc parler, échanger avec d'autres, comprendre comment le processus fonctionne, voir aussi comment une personne opère, voir comment la personne envisage les parties peut-être un peu plus problématiques, voir, qu'est-ce qui est le plus problématique, qu'est-ce qui prend le plus de temps. Et maintenant, on est en train de voir combien d'heures il faut à telle personne pour opérer cette tâche en 1 semaine, en 1 mois, et ensuite on le sait. On le divise par le nombre de personnes qui opèrent cette tâche et on va. Alors évidemment, on peut automatiser ces processus aussi. On peut identifier les différentes étapes du processus qui sont trop chronophages et on peut éviter d'avoir à parler à qui que ce soit. Mais je pense que ce n'est pas la méthode idéale. Je ne pense pas que c'est cela qu'on devrait adopter dans l'organisation. Déjà, c'est difficile à mettre en place. Il faut avoir un système qui est vraiment bien huilé et c'est toujours intéressant d'avoir un retour, d'une personne, d'un être humain. Ça, c'est important quand on parle de robotique. Exactement. Il y a également une question sur, la gestion du changement, mais on y viendra. Alors, oui, monsieur, Yongyou, vous pouvez peut-être nous aider à comprendre cela. Dans votre cas, on aurait dit, que c'était très clair. Donc quel processus devait être utilisé? Avez-vous des demandes pour, d'autres processus et pour savoir comment vous on peut dire: «Bon ça on va ut pour ça on va utiliser les RPA et pour un autre processus, non, ou peut-être utiliser l'intelligence artificielle qui est un autre outil». Comment peut-on faire la différence entre, ce qui peut être RPA et ce qui devrait être un autre type de transformation numérique? Actuellement, nous avons automatisé environ 20 des processus de travail et au total, pour les 64 processus, nous en avons choisi, 14 pour, la RPA. Alors maintenant, le problème auquel nous faisons face, eh bien, c'est qu'il y a en fait de plus en plus d'étapes que l'on doit franchir chaque jour. Parce que, nous faisons face à, des cas qui sont de plus en plus complexes pour les travailleurs, qui, sont blessés, heu, les travailleurs coréens. Eh bien, il y a des attentes et ils ont, que c'est ce que je veux dire, ils ont des attentes qui sont, croissantes après avoir, été victimes d'un accident et donc nous devons pouvoir satisfaire leurs demandes croissantes. C'est la raison pour laquelle nous devons développer, d'autres processus de travail. C'est la raison pour laquelle nous devons développer davantage de processus pour pouvoir satisfaire leurs demandes et répondre à leurs attentes croissantes, comme je vous l'ai déjà dit. Et par rapport à ces 14 processus qui ont été choisis, bon, ce sont les premiers qui ont été choisis, mais le nombre de processus va augmenter à l'avenir. Oui, parce qu'il y a donc l'intelligence artificielle et d'autres technologies
Donc je pense que nous devons très sérieusement penser à ce que nous devrions ajouter à la technologie RPA. Donc comme vous le voyez, donc c'est pas on n'en est pas arrivé au bout du chemin, donc il va y avoir encore, du changement parce que, comme je vous l'ai dit, nous faisons face à de plus en plus de cas compliqués. Merci beaucoup. On va peut-être en revenir à Faisal, donc, pour aborder la question de la gestion du changement et de la valeur ajoutée. Vous avez déjà dit qu'il y a donc une amélioration des processus, mais je pense que Wojciech a également parlé de la crainte d'être remplacé par un robot et vous avez également mentionné cette crainte, ainsi que l'important d'avoir des rôles, heu, clairs et parfois, eh bien, ce sont les experts qui utilisent les anciens systèmes et qui ont peut-être une vision claire de la situation parce que c'est très difficile de comprendre les systèmes qui étaient utilisés et puis les systèmes qui vont être utilisés. C'est un petit peu c'est peut-être difficile à faire et donc comment peut-on avoir une vision claire de la situation? Donc, lorsque l'on passe d'un ancien système et que l'on doit faire face aux défis qui ont peut-être, aux défis de personnes qui ont peut-être peur de perdre leur travail? C'est ma question. Oui, bon, je peux vous parler de l'expérience de la sécurité sociale en Espagne. Actuellement, il y a beaucoup de travail. Il y a une grande quantité de travail administratif et de gestion et l'idée actuellement, c'est que toutes ces tâches répétitives qui n'apportent pas de la valeur et qui pourraient être industrialisées, donc l'industrialisation 4.0, donc la RPA dans ce cas, eh bien, je pense que le personnel n'a pas peur, bon, au moins pour dans notre organisation, parce que cela suppose davantage de confort et ça représente pour eux de nouveaux défis et la possibilité d'utiliser leurs ressources intellectuelles pour apporter de la valeur à l'institution. Et donc, ce n'est pas un problème pour eux parce que nous avons suffisamment de travail et nous pouvons améliorer les services prestés aux citoyens et apporter de la valeur ajoutée. Ah, très bien, excellent, excellent Faisal et oui, madame Zhou, vous avez parlé de ce que vous appelez le personnel, numérique. C'est un concept qui est très intéressant, qui me semble même fascinant et vous utilisez la RPA pour augmenter le personnel et comment se réalise cette transition? C'est-à-dire avec le personnel. Donc il s'agit, de changer ces systèmes ou ces structures de gestion traditionnelles. Vous pourriez peut-être nous en dire plus sur, la gestion de cette situation, ce que cela signifie pour vous? En fait, ce concept, de, personnel, numérique a été présenté par le ministère et par les institutions locales et ce, de manière parallèle. Nous voulons Lorsque nous parlons du personnel numérique, ce n'est pas seulement l'RPA. L'RPA s'applique, seulement pour la partie background end et on essaye d'automatiser les processus de gestion pour la partie back-end. Le micro se coupe et il peut y avoir, davantage de fonctions pour la partie front desk, donc proposer davantage de services au public. À Zhuhai, ils ont créé en fait une machine qui s'occupe, des services et c'est un objectif poursuivi par leur personnel numérique et vous pouvez voir une dame à l'écran, vous pouvez parler à cette dame qui est à l'écran
et bon, ce n'est pas un être humain, hein, mais vous pouvez lui parler, vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez formuler des demandes, pour obtenir des informations et mais on ne peut pas, ce n'est pas un écran tactile. On peut parler au personnel numérique qui a l'écran, cette entité, robotisée, comprend lorsque les personnes s'expriment. C'est un modèle qui est encore en cours de formation et de développement et leur objectif, c'est de pouvoir, appliquer un large modèle de langage pour fournir, des services, des services concrets et pas seulement des informations. Et c'est ce qu'essayent de faire les administrations, locales. Et en fait, cela permet, de pouvoir répondre à des demandes des bénéficiaires grâce, aux capacités de compréhension, de la machine. Je pense que c'est un concept qui est très intéressant. Merci beaucoup. Alors maintenant pour, Wojciech et Jinju, quelles sont selon vous les limites de la RPA? Nous avons parlé de règles claires, mais est-ce que vous pensez que bon alors au départ on a dit que c'était un outil de transition, mais est-ce que vous voyez cela comme un outil de transition et que ce sera limité à cela ou y aura-t-il davantage de RPA à l'avenir? Donc, parce qu'on va peut-être y penser de manière stratégique. Bon, c'est un petit peu difficile à dire, parce qu'il y a actuellement des mises en pratique, des utilisations très intéressantes de RPA combinées à de l'intelligence artificielle. Et donc, je pense que nous en verrons davantage à l'avenir, mais j'aime la façon simple, de fonctionner de la RPA par rapport à l'intelligence artificielle, parce que parfois, il est un petit peu compliqué de générer du contenu. Mais je crois que en fait, ils ont chacun leur rôle à jouer dans la boîte à outils qu'on peut proposer aux bénéficiaires. Et aussi pour nos institutions. En ce qui concerne la RPA très structurée, dans la RPA classique, qui est basée sur des algorithmes plutôt simples, eh bien, je pense que cette RPA a vraiment ses limites, on peut le dire. Oui, ce type de RPA peut, faire ce dans quoi nous ne voulons pas vraiment investir, mais cela peut être combiné à des choses un petit peu plus complexes si on le souhaite. Excellent, merci beaucoup et pour terminer, les derniers commentaires, monsieur Yongju. Quelles sont selon vous les limites? Voilà, vous pensez déjà utiliser de l'intelligence artificielle, mais est-ce que la RPA va continuer à faire partie de votre boîte à outils, comme disait Wojciech? Est-ce que vous pensez que ça va rester? Est-ce que vous pensez que c'est un outil de transition? Donc quelle est votre vision stratégique de la RPA? Qu'en pensez-vous? Nous pensons que les technologies RPA sont les premières étapes de l'application de l'intelligence artificielle pour automatiser les processus. Nous pensons que l'intelligence artificielle peut vraiment être utile et que cela peut nous permettre de nous concentrer sur des services de plus grande qualité. Donc, je fais référence aux tâches répétitives et simples. Ça, c'est la RPA qui peut s'en charger. Donc, les robots peuvent s'en charger
et je pense que c'est un processus qui est inévitable, mais au bout du compte, on peut dire que les technologies d'intelligence artificielle seront utilisées parce que ce sont des travailleurs de très grande qualité. C'est ce à quoi nous pensons, en Corée. C'est notre vision générale de l'avenir. Très bien, donc je pense que nous avons pu, partager différentes perspectives très intéressantes. Il y a des thèmes communs, il y a également des défis qui sont communs et je crois que c'est un webinaire vraiment fascinant, au cours duquel nous avons parlé de l'utilisation de l'RPA qui doit faire partie, comme on vient de le dire, des boîtes à outils, que nous proposons et cela doit, bon, que ce soit des éléments de transition, comme le disait Wojciech, ou quelque chose qui va rester avec nous. Je pense que nous pouvons, maintenant terminer ce webinaire et bien entendu remercier les participants et nos intervenants. Et je vais maintenant redonner la parole à Marcelo, notre secrétaire général, pour pouvoir boucler, ce webinaire. Marcelo, vous avez la parole. OK, merci beaucoup Ernesto d'avoir modéré, ce webinaire. Merci à Janine qui a travaillé dans l'ombre et qui nous a aidé à organiser, ce webinaire. Bien entendu, les 4 intervenants, César, Joe, Wojciech, et Monsieur Young-Yu. Nous avons parlé de l'automatisation robotisée des processus. Merci, bien entendu, aux interprètes qui sont importants pour nous et comme je le dis toujours, ces webinaires sont une façon, de, faire profiter nos membres, du partage d'informations. Ça permet justement de partager des informations et du savoir. Il y a d'autres webinaires comme nous l'avons vu. C'est également un espace de réseautage. Et nous avons eu aujourd'hui des intervenants de 4 pays différents. Alors, par rapport au partage de savoir, de connaissances et au réseautage, je souhaiterais vous rappeler nos grands événements en présentiel. Entre-temps, il y aura bien entendu d'autres, webinaires et les 3 grands événements des mois à venir seront donc, dans les semaines à venir pour la communauté réadaptation, le congrès mondial sur la réadaptation et la gestion de l'incapacité à Abu Dhabi du 23 au 25 septembre, donc dans quelques semaines. Bien entendu, les inscriptions sont ouvertes. Il y a un autre grand événement de cette année qui est pour, notre communauté d'Asie et du Pacifique, le Forum régional de la sécurité sociale pour l'Asie et le Pacifique, du 3 au 5 décembre de cette année à Riyad, en Arabie Saoudite. Les inscriptions sont également ouvertes. Vous pouvez vous inscrire. Et nous avons battu tous les records pour le prix des bonnes pratiques, le nombre de soumissions, le nombre de pays, qui ont soumis leurs bonnes pratiques à, l'association. C'est une très bonne opportunité pour vous, comme je l'ai dit, de partager votre savoir. Donc les inscriptions sont inscrites pour le Forum régional de la sécurité sociale pour l'Asie et le Pacifique. Et alors pour que vous puissiez bloquer les dates, il y aura une conférence sur la gestion de l'innovation au Caire en Égypte du 10 au 12 février de l'année prochaine. Donc voilà, essayez de bloquer les dates et ce sera du 10 au 12 février au Caire l'année prochaine. Maintenant, il y a un sondage qui va apparaître à l'écran. Voilà, c'est fait. Donc, vous pouvez maintenant exprimer votre opinion sur ce webinaire. Les PowerPoint, la vidéo seront disponibles très bientôt sur notre site web. Et donc, si dans quelques semaines, vous voulez revisionner le webinaire ou si vous voulez recommander à quelqu'un de visionner le webinaire, ce sera possible sur notre site web. Les webinaires vont continuer en anglais, en français, en espagnol et dans de très nombreuses autres langues. Merci beaucoup et j'espère vous revoir très bientôt. Merci.